Bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, les spectacles et le lifestyle. Est-ce qu'une banlieue israélienne a les mêmes problèmes et espoirs qu'une banlieue française? Eh bien, c'est ce que l'on va voir avec un documentaire consacré à la ville de Lod, l'une des villes les plus pauvres du pays. Drogue, corruption, violence n'épargnent aucune communauté qui vit là-bas. Au sommaire également, le dernier happening, buzz, acte, performance, on ne sait pas très bien comment qualifier cela. La dernière action donc de l'acteur américain Shia LaBeouf. Il se filme en train de se regarder, toute sa filmographie. On est bien content pour lui. Et puis nous vous ferons découvrir la tendance du moment, le ukulélé. Oui, l'instrument, le ukulélé. Voilà pour le sommaire. Merci de suivre le Culture Mag et de suivre les programmes d'i24 News. De Marilyn Monroe au chanteur Julien Doré, le ukulélé, on peut l'affirmer, a toujours été plébiscité par les meilleurs. Aujourd'hui, la star de cette petite guitare habite Hawaï. On l'appelle le Jimi Hendrix du ukulélé. Il s'appelle Jacques Shimabukuro. Reportage Daniel Campos avec Léa Bouchoucha. En 13 ans de carrière solo, le musicien séduit avec sa parfaite maîtrise de l'ukulélé. Il serait en passe de devenir l'un des musiciens les plus célèbres d'Hawaï. C'est à peine âgé de 4 ans que Shimabukuro a commencé à jouer de l'ukulélé. L'instrument à 4 cordes est un cadeau de sa mère, elle-même une joueuse accomplie. Il a d'ailleurs appris ses premières notes avec elle. Le ukulélé est l'ultime symbole de la musique et de la culture hawaïenne. L'instrument est né au 19e siècle. C'est une réplique d'un instrument à cordes appelé machette. L'ukulélé a voyagé avec les immigrants portugais venus travailler dans les cannes à sucre d'Hawaï. Les habitants de l'île ont créé leur propre instrument de musique qu'ils ont baptisé ukulélé. Jack a eu de nombreux surnoms grâce à son charisme sur scène. On me donne beaucoup de surnoms comme le Jimi Hendrix du ukulélé et je trouve ça vraiment super. La carrière de Jack a explosé il y a près d'une décennie avec une reprise des Beatles intitulée Why My Guitar Gently Weeps. Révélant son style unique au reste du monde, la chanson a fait le buzz sur YouTube avec plus de 13 millions de vues. En 2012, le musicien a fait l'objet d'un documentaire primé, Jack Shimabukuro, La vie à 4 cordes. Le documentaire est actuellement disponible sur Netflix. Jack est aussi intervenu dans de nombreuses écoles à travers le monde pour aider les jeunes. Il les encourage à trouver leur passion et à vivre sans drogue. Sorti en octobre, son nouvel album intitulé Voyage promet d'apporter la même intensité et énergie que ses concerts en live. Je souhaite capturer la même énergie et le même ton que lorsque je joue en direct. Nous avons donc travaillé avec de nombreux micros et préamplis différents. Mais au-delà de ravir ses fans du monde entier, le sympathique musicien donne de son temps pour rencontrer personnellement ses fans après ses spectacles. Avec une grande simplicité, le musicien vit toujours à Hawaï. 140 concerts par an à travers les États-Unis et le monde ne suffisent pas à quitter sa terre natale. Voilà, du ukulélé. À suivre, le documentaire consacré à la banlieue de Lod, c'est en Israël. Mais tout de suite, le highlight, il est signé Daniel Campos avec Sandy Fortis. Raconter l'histoire d'amour impossible qui a coûté la vie au poète espagnol Federico García Lorca. Telle est l'ambition de David Morales et sa troupe de flamenco. Cet hommage vibrant s'adresse au poète, dramaturge et metteur en scène exécuté en août 1936, pendant la guerre civile espagnole, par les nationalistes, partisans de Franco. Beaucoup s'interrogent. Pourquoi ne pas avoir fui une mort certaine? Le journaliste et critique d'art Juan Ramirez de Luca répond à cette question lorsqu'il lègue en 2010 à sa sœur une boîte en bois, laquelle contient des croquis, lettres et poèmes que lui avait écrits Federico García Lorca. Pendant plus de 70 ans, le critique d'art avait caché sa liaison avec le poète,
par crainte des représailles du régime franquiste et du rejet définitif de sa propre famille, très conservatrice. Ramírez de Luca avait demandé l'autorisation de partir pour le Mexique avec son amant. Horrifié par la révélation, sa famille le lui avait refusé, le menaçant même d'envoyer la garde civile à ses trousses s'il essayait de quitter le pays. Dans l'attente de la permission de fuir avec son bien-aimé, García Lorca n'a donc jamais fui l'Espagne. C'est quoi une banlieue pourrie en Israël? Eh bien, c'est probablement Lod. Uri Rosenwalks vient de consacrer un long documentaire sur cette ville qui est à 15 minutes de Tel Aviv. Uri Rosenwalks, bonjour. Votre film est titré Town on the Wire. Alors, je vais le traduire, c'est peut-être une ville sur écoute ou une ville sur un film. Lod, c'est 75 000 habitants. Ce sont des juifs, des musulmans, des chrétiens dans une extrême pauvreté. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer, Uri? Vous avez voulu montrer cette partie-là d'Israël ou suivre finalement des itinéraires humains? What interested me was that in August 1211, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en août 2011, il y a eu une série de meurtres à Lod et le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a dit que Lod serait reconstruit. Et avec mon collaborateur, Eyal Belarsan, on a voulu vérifier si c'était possible. On voulait savoir si on pouvait redonner espoir à une ville dans une telle situation, s'il était possible de la transformer en une ville normale. C'est ça notre objectif initial, ce qui a fait qu'on se soit intéressé à Lod. Et quelle est la réponse? C'est compliqué. Je pense que Lod est sur le bon chemin, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas un problème qui va se régler en un jour avec une baguette magique. Mais le nouveau maire que nous avons suivi, Meir Nitzan, a redonné espoir à cette ville. Il parle aux gens, il commence à les faire croire en un meilleur avenir. Il faut comprendre qu'on parle d'une ville en faillite. Pendant 10 ans, ses habitants ont perdu tout espoir. Ils voient qu'il n'y a aucun événement culturel. Les poubelles ne sont même pas ramassées. Oui, c'est épouvantable. Vraiment, c'est une des villes les plus horribles d'Israël. On y trouve également de la drogue. On y voit à côté de ces détritus, de ces maisons abandonnées, des très très jolies villas. Ce sont les barons de la drogue. C'est là, on imagine que peut-être les bobos de Tel Aviv viennent s'approvisionner. Quid du trafic de drogue à Lod? Well, it was in state of anarchy. The city, and in that way it was the backyard of the center of Israel, the backyard of Tel Aviv. La ville était comme une anarchie, c'était un peu comme l'arrière-cour de Tel Aviv. Pour la police, c'était comme convenu que Lod serait la terre d'accueil de la drogue. Ça a changé maintenant, mais quand il y a un tel niveau de pauvreté et que règne l'anarchie, c'est ce qu'il arrive, surtout et quand il n'y a pas de répression. Ça n'aurait pas pu se produire à Ramat Gan ni à Herzliya. C'était pratique pour la police que tout ça se passe à Lod et y reste. Tous les drogués se rendaient donc dans la ville, même en train. Il y a 230 trains qui arrivent tous les jours à Lod, c'est très pratique. Mais maintenant, la situation a changé. Comment vous avez fait, Uri, vous et votre partenaire, pour vous fondre comme ça dans la ville? Il faut expliquer à nos téléspectateurs que, en réalité, ce film-là, c'est le fruit d'une série télé que vous avez réalisée sur 2 saisons. Vous êtes resté là-bas, enfin, vous avez suivi la population de Lod pendant 4 ans. Comment vous êtes fondu dans le paysage? Well, first of all, it's a lot of hard work. You know, when you come as a news person to a city and you come for 1 hour and 1 day, tout d'abord, c'est vraiment un travail fastidieux. Vous savez, quand vous arrivez en tant que journaliste dans une ville, pour 1 heure, une journée, les gens ne vont vraiment pas vous faire confiance. Mais quand ils vous voient jour après jour et qu'ils vous voient partout et tout le temps, la nuit, le jour, ils s'habituent. Et si vous ne venez pas, ils vous disent « Il y avait un tournage hier, pourquoi n'es-tu pas venu? Où étais-tu » Et puis, quand une ville vit en anarchie et qu'il n'y a aucune administration, aucune gérance, on se retrouvait parfois en train de filmer des gens qui tentaient simplement de survivre dans des situations extrêmes dans lesquelles les gens ont vraiment peur pour leur vie. La caméra est la dernière chose dont ils se préoccupent. Elle est juste là. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est survivre. Je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Uri Rosenwalks, on peut imaginer que dans l'extrême pauvreté, comme dans n'importe quelle banlieue du monde, sauf qu'en Israël c'est un peu plus compliqué, les juifs, les musulmans et les chrétiens s'entendent. Quid de la coexistence dans la misère? Well, not because when people are in poverty and in a crisis, they
Non, ils ne s'entraident pas, parce que quand une population est en crise, en pleine pauvreté, chacun cherche un coupable. Les Juifs disent que ce sont les Arabes qui détruisent la ville, les Arabes disent que c'est parce que les Juifs les oppressent. Il n'y a pas d'unité entre les communautés. Avant la crise, dans les années 60-70, Lod était une ville où régnait la coexistence, c'était un bel exemple. Cette crise économique, parce qu'on ne parle pas là de crise politique, la municipalité a fait faillite, tout a été détruit. Et dans ce genre de situation, les minorités ont plutôt tendance à reporter la faute sur l'autre, pas à s'unir. On peut le voir en ce moment en Israël. C'est seulement quand la situation s'améliore qu'on peut commencer à parler de coexistence. Parce que quand les gens essaient de survivre, ils ne s'intéressent pas à la coexistence. Ce qui leur importe, c'est que leurs enfants puissent aller à l'école en toute sécurité, qu'ils aient de l'électricité, que si les égouts débordent, quelqu'un s'en occupe. Je ne pense pas qu'on puisse demander à des gens dans une telle situation de s'unir. Quand il n'y a pas de père pour une ville, chacun doit s'occuper de soi avant tout. Mais les choses ont changé quand Meir Nitzan est arrivé et a commencé à tout réorganiser. On le voit bien dans le film. On voit également dans votre film cette discussion entre clans de musulmans. Qui sont ces gens-là? Sont des Bédouins, des Israéliens? Qui sont-ils? Et comment vous avez fait pour les filmer d'ailleurs? Yes, well, it's very dramatic, and these clan wars or family wars in Lod are typical, and they start on nothing. Oui, c'est une situation dramatique. Ces guerres de clans à Lod sont typiques et se déclenchent pour des raisons stupides. Celle que l'on a filmée a coûté 3 vies. Elle a démarré parce qu'une famille a coupé l'autre sur la route. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'armes illégales à Lod et que la police se retrouve confrontée à des gens qui n'ont même pas peur d'être arrêtés, d'aller en prison, parce qu'ils ont un chef de famille plus fort que la loi. La police doit trouver le moyen de communiquer avec ces familles. Ils en ont trouvé un bien particulier. On le voit dans le film, c'est l'intervention de modérateurs qui s'intègrent à la société, font un travail parallèle avec la police pour régler les conflits entre familles. C'était un des gros problèmes à Lod. Les autorités étaient si faibles que leurs leaders n'avaient même pas le pouvoir de régler ces conflits auparavant. Problems in Lod, because the city was so weak, the local leaders didn't have the power to make that peace. Oui, on a l'impression que la ville est complètement abandonnée, que les politiciens, la police, enfin tout le monde a baissé les bras. Merci beaucoup, Uri Rosenweig. Je pense que maintenant, les touristes qui viennent en Israël, quand ils iront à l'aéroport Ben Gurion, ils verront Lod différemment. Oui, ils devraient venir s'il y a des choses très intéressantes à découvrir, le monastère Saint-Georges, la mosquée Al-Amri. S'ils veulent voir quelque chose de différent en Israël, sur la voie de l'espoir, ils devraient se rendre à Lod. Merci. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. Et l'on retrouve Laetitia Loreni. Bonjour. Bonjour Valérie. Madame Cinéma. Alors vous êtes tombée sur l'acteur américain Shia LaBeouf qui se regardait, en gros, une espèce de grande crise de mégalomanie. Voilà, un concept qu'il appelle artistique. C'est, donc voilà, vous l'avez dit, l'acteur Shia LaBeouf qui a décidé de regarder ses propres films à la suite, en continu, pendant 3 jours d'affilée, tout ça face à une caméra et retransmis en direct sur Internet. Alors certains crient au génie, d'autres vont à nouveau lever les yeux au ciel. Mais voilà, Shia LaBeouf ne laisse décidément personne indifférent. Alors de Fury à Nausicaa et la vallée du vent, en passant par les 3 volets de Transformers, Paranoïaque ou encore Nymphomaniac 1 et 2, il n'en ratera aucun. Pour ceux qui que ces films. Pour ceux qui ne connaissent pas Shia LaBeouf, on va regarder un petit extrait de ces films. It stopped. Fuck. Yes. J'ai le cerveau qui a complètement disjoncté au milieu du cours. Je vois des symboles. On t'a caché beaucoup de choses, Sam. C'est pas ma guerre. Ça le sera bientôt, j'en ai peur.
Voilà, donc Shia, vous dites Shia, moi je dis Shia, mais enfin Shia LaBeouf se regarder tous ces films. Voilà, tout à fait, tout ça pendant 72 heures. Ça vient. Alors c'est un projet artistique, c'est un artiste. Voilà, ça vient de s'arrêter. C'était retransmis en direct donc sur ce site internet New Hive. La caméra n'a qu'un seul sujet, c'est Shia LaBeouf en train de manger, Shia LaBeouf en train de bâiller, Shia LaBeouf le visage vide de toute expression, ou alors ennuyé, ou même très rarement en train de rire. Alors on parle d'un projet artistique qui a été donc réalisé par lui, mais aussi par le Britannique Luke Turner et la Finlandaise Nadja Sade-Ronko. Je suis désolée si j'écorce son prénom. Et ça s'inscrit entre Shia LaBeouf et ses noms finlandais. Bref, cette performance artistique s'inscrit eh bien dans toute une ribambelle de performances artistiques qu'on a déjà pu voir, notamment celle-ci. Shia LaBeouf qui se pavanait sur le tapis rouge en portant ce sac en papier avec inscrit dessus « Je ne suis plus connu », ou alors on se rappelle quand il s'était enfermé pendant 3 jours dans une salle avec des gens face à lui qui avaient le droit de l'insulter à volonté, et lui qui s'est mis à pleurer, voilà. Donc pour Shia LaBeouf qui est visiblement plus forcément un comédien mais plutôt un artiste. Merci Laetitia, nous on va se regarder dans le replay. Merci. Oui, ouais, pourquoi pas. À demain, même heure, juste après c'est l'info sur i24 News. Merci.